lorsque le métal tombe du ciel, l'enfer vert de Bornéo semble impitoyable. Mais pour une zoologiste spécialisée dans le monde minuscule, la jungle n'est pas un ennemi, c'est un manuel de survie. Piégée après un crash d'avion, elle doit faire appel à sa connaissance intime des insectes et des araignées pour survivre là où d'autres périraient. Elle trouve de la nourriture, de l'eau et des outils médicaux dans les créatures que le monde ignore ou craint. Si vous voulez découvrir comment la soie d'araignée peut sauver une vie, assurez-vous de donner like et de s'inscrire. Le Cessna Caravan volait bas, une mouche de métal insignifiante sous le plafond de nuages couleur de plomb du Sarawak. À l'intérieur, le docteur Adèle Rousseau, entomologiste et arachnologue de renommée mondiale détaché du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, regardait par le hublot rayé. Elle ne voyait pas une forêt. Elle voyait une canopée, un écosystème de 30 mètres d'épaisseur qui était son véritable objectif de recherche. Elle n'était pas intéressée par les orang-outans ou les calaos, elle était ici pour les coléoptères bijoux, les araignées fourmis mimétiques et les phasmes de la taille d'un avant-bras. Le petit avion, chargé de provisions pour la station de recherche isolée de Long-l'Élan, luttait. La saison de la mousson était arrivée tôt et avec une violence inhabituelle. Le pilote, un Australien taciturne, se battait contre des vents cisaillants qui faisaient gémir la petite cellule. Adèle serra sa mallette d'échantillons. Puis, le son familier du moteur turboprop Pratt & Whitney changea. Le bourdonnement constant et fiable fut remplacé par un toussotement, un étranglement métallique, suivi d'une détonation sourde. Une bouffée de fumée âcre envahit la cabine par les bouches d'aération. Le moteur était mort. Le silence qui suivit fut pire que le bruit. Un silence absolu, brisé seulement par le sifflement du vent contre les ailes et le bip hystérique de l'alarme de décrochage. « Accrochez-vous » hurla le pilote. « Je vise la rivière. » Mais il n'y avait pas de rivière. Seulement un océan vert ininterrompu. L'avion piqua du nez. Adèle ne cria pas. Elle regarda le mur vert de la canopée se précipiter vers elle, son esprit scientifique cataloguant calmement les espèces d'arbres, dipterocarpacées, principalement, qu'ils allaient frapper. L'impact fut une apocalypse sensorielle. Un cri de métal hurlant alors que les ailes étaient arrachées par des troncs de la taille d'une colonne. Le fuselage se déchira comme du papier d'aluminium. Adèle fut projetée violemment en avant, retenue uniquement par sa ceinture, mais son bras gauche heurta le cadre de la fenêtre avec une force qui fit éclater l'acrylique et le métal. La cabine tourna sur elle-même, puis s'arrêta dans une cacophonie finale de verres brisés et de branches éclatées. Puis, le silence. Un silence différent de celui de la panne moteur. Un silence de forêt. Un silence humide, chaud, rempli de gouttes d'eau tombant sur le métal chaud. Adèle reprit conscience la tête en bas, suspendue par sa ceinture de sécurité. L'avion s'était immobilisé, le nez planté dans la boue, la queue pointant vers le ciel brisé. L'odeur de l'essence d'aviation était suffocante. Le pilote et les deux autres passagers, des chercheurs, étaient immobiles. Elle n'eut pas le temps de vérifier. Le carburant qui s'égouttait signifiait feu. Elle lutta contre sa ceinture, tomba lourdement sur ce qui était maintenant le plafond de la cabine, et rampa à travers la fracture béante du fuselage. Elle tomba de 2 mètres dans une boue épaisse. Elle rampa, puis tituba, s'éloignant de l'épave aussi vite que possible, sa jambe droite boitant. Elle s'arrêta à 50 mètres de là, juste au moment où le carburant s'enflamma. Une boule de feu orange vif déchira le sous-bois, suivie d'une série d'explosions secondaires. L'épave devint un bûcher, envoyant une colonne de fumée noire et toxique vers le ciel gris. Adèle s'effondra contre un contrefort massif, haletante, son cœur menaçant de sortir de sa poitrine. Elle était seule. Vivante. Et complètement perdue dans l'une des jungles les plus denses et les moins explorées du monde. Ce n'est qu'alors qu'elle sentit la douleur. Elle regarda son bras gauche. Une lacération profonde et béante s'étendait de son coude à son poignet, résultat de l'impact avec le cadre de la fenêtre. Le sang coulait librement, un rouge vif contrastant avec le vert écrasant de la jungle. La forêt, ayant avalé le métal, semblait maintenant l'attendre. Pendant 1 heure, Adèle resta immobile, son esprit paralysé par le choc. L'incendie de l'épave crépitait, puis diminua sous la pluie omniprésente de la mousson, se transformant en une vapeur sifflante. Elle était assise dans une serre de 40 degrés avec une humidité de 100%. L'air était si lourd qu'elle avait l'impression de respirer de l'eau. Tout autour d'elle, la jungle de Bornéo s'élevait comme un mur. Des arbres de 60 mètres de haut, leurs troncs couverts d'épiphytes, de lianes épaisses comme la cuisse,
et un sous-bois si dense qu'elle ne pouvait pas voir à plus de 3 mètres dans quelque direction que ce soit. C'était l'incarnation de l'enfer vert. Pour n'importe quel autre survivant, ce serait le début de la fin. Un labyrinthe sans nourriture, sans eau potable, rempli de serpents venimeux, de sangsues et d'une humidité qui rend folle. La panique monta en elle, froide et logique. Elle n'avait rien. Son sac de survie, son téléphone satellite, son équipement, tout avait brûlé. Elle n'avait que les vêtements qu'elle portait, un couteau de terrain suisse qu'elle gardait toujours sur elle, et un petit carnet d'échantillons trempés. Et sa blessure. La coupure sur son bras était profonde, jusqu'à l'os par endroits. Elle saignait abondamment. Elle déchira le bas de sa chemise et fit un garrot de fortune au-dessus du coude pour ralentir le saignement artériel, puis un bandage compressif serré sur la plaie elle-même. Elle savait que ce n'était qu'une solution temporaire. Dans cet environnement, une plaie ouverte était une invitation. Le sol de la jungle n'est pas de la terre, c'est une soupe septique de bactéries, de spores fongiques et de microbes anaérobies. Sans antibiotiques, elle serait morte de septicémie en moins de 3 jours. Mais alors que le choc commençait à s'estomper, son esprit scientifique, son essence même, reprit le dessus. Elle regarda autour d'elle, non plus avec les yeux d'une victime, mais avec ceux d'une entomologiste. Ce n'était pas le chaos. C'était l'écosystème le plus structuré et le plus compétitif de la planète. Chaque plante, chaque feuille, chaque bruit, avait un but. Elle n'était pas dans un enfer vert, elle était dans une bibliothèque vivante. Et elle était l'une des rares personnes au monde à savoir lire la langue. Elle comprit que sa survie ne dépendrait pas de sa force physique, elle était blessée et faible, mais de sa connaissance du micro-monde. Les mammifères, singes, cerfs, étaient hors de sa portée, les plantes étaient un jeu de roulette russe botanique avec des mimiques toxiques. Mais les insectes étaient la véritable biomasse de cette forêt. Ils étaient la nourriture, les indicateurs, les outils et la menace. Elle devait d'abord régler ses priorités. 1. Eau propre. 2. Arrêter l'infection, traitement de la plaie. 3. Fermer la plaie, suture. 4. Calories. Elle était une spécialiste du comportement animal à petite échelle. Et elle allait utiliser ce comportement pour survivre. Elle n'était pas seule. Elle était entourée de milliards de vies, et elles allaient lui montrer le chemin. La priorité absolue était l'eau potable. L'air était saturé d'humidité, mais elle mourait de soif, un paradoxe cruel. La pluie de la mousson tombait par intermittence, mais elle avait besoin d'un approvisionnement constant. Le sol de la jungle était un marécage. Elle pouvait voir des flaques d'eau stagnantes partout, des bassins bruns remplis de feuilles en décomposition. Boire cette eau était impensable. C'était un bouillon de culture pour la leptospirose, le choléra et d'innombrables parasites qui la tueraient de l'intérieur. Elle avait besoin d'eau courante. Une source, un ruisseau, une petite rivière. Mais dans cette topographie plate et dense, comment trouver un ruisseau? Elle ne pouvait pas s'orienter par le soleil, invisible derrière la canopée et les nuages. Chaque direction se ressemblait. Elle pouvait marcher pendant des jours en cercle. Elle décida de faire confiance aux experts locaux. Pas les humains. Les fourmis. Adèle savait que si quelqu'un connaissait la carte hydrologique locale, c'étaient les fourmis. Les colonies de fourmis, en particulier les grandes espèces de fourrageurs tropicaux, sont des super-organismes qui nécessitent des quantités massives et stables d'eau fraîche pour fonctionner, non seulement pour boire, mais aussi pour réguler la température et l'humidité de leur nid. Leurs colonies massives ne peuvent pas survivre en comptant sur des flaques de pluie aléatoires. Elles doivent avoir un accès fiable à une source pérenne. Leur autoroute de fourrage, les sentiers de phéromones parcourus par des millions d'individus, n'étaient pas tracés au hasard. Ils étaient une carte directe de toutes les ressources vitales sur leur territoire, et la ressource la plus vitale était l'eau. Adèle commença son exploration, ignorant la végétation macro et se concentrant sur le sol forestier. Elle examina le sol pendant près d'1 heure, évitant soigneusement une procession de grandes fourmis rouges qu'elle reconnut comme étant des ponerinées, dotées d'une piqûre atrocement douloureuse. Puis elle la trouva. Une artère. Un sentier de près de 10 cm de large, nettoyé de tout débris de feuilles, une autoroute noire et grouillante de Gigantiope destructor. Des milliers de fourmis marchaient dans des colonnes ordonnées. Elle s'agenouilla, malgré la douleur dans son bras, pour observer. Elle vérifia les fourrageurs revenant au nid. Ils transportaient des morceaux de feuilles, des cadavres d'autres insectes, mais beaucoup revenaient sans charge visible, leur gastre, abdomen, gonflés d'eau. La piste était forte dans 2 directions.
Elle devait déterminer laquelle menait à l'eau et laquelle menait au nid. Elle suivit la piste à contre-courant, dans la direction d'où venaient les porteuses d'eau. C'était une randonnée infernale. Elle devait se frayer un chemin à travers les lianes et les racines aériennes, perdant souvent la piste dans la litière de feuilles, pour la retrouver quelques mètres plus loin, mais elle faisait confiance à ses guides. Elle marcha pendant ce qui lui sembla être des heures, la chaleur l'oppressant, son bras lançant une douleur sourde. Pendant sa marche, son expertise la maintenait en vie par d'autres moyens, elle évita instinctivement de saisir une liane couverte de ce qui ressemblait à de la fourrure, sachant qu'il s'agissait de chenilles processionnaires hautement urticantes. Elle fit un bond en arrière lorsqu'un grand mille-pattes scolopendra, aux couleurs d'avertissement vives, traversa son chemin. Finalement, elle entendit un nouveau son. Sous le bourdonnement constant des insectes, un faible gargouillis. La piste de fourmis devint plus dense et descendit brusquement une pente boueuse. Au fond, caché sous un enchevêtrement de bambous géants, se trouvait un ruisseau. Ce n'était pas une flaque stagnante. C'était une eau claire, courante, filtrée par le grès en amont. C'était de l'eau potable. Elle s'effondra sur la rive, but l'eau fraîche par petites gorgées, et lava la boue et le sang séché de son visage. Elle avait trouvé son point de base. Les fourmis l'avaient sauvée. Maintenant qu'elle avait de l'eau, elle devait faire face à l'urgence médicale. Sa blessure au bras avait cessé de saigner abondamment grâce au bandage compressif, mais lorsqu'Adèle le déroula pour l'inspecter, la réalité de sa situation la frappa. La lacération était profonde, les bords déchiquetés, et malgré le lavage dans le ruisseau, elle savait que des millions de microbes invisibles avaient déjà commencé leur travail. La peau autour de la coupure était déjà rouge et chaude. L'infection s'installait. Son kit de premiers soins avait brûlé dans l'avion. Elle n'avait ni bétadine, ni alcool, ni antibiotiques. Si elle ne faisait rien, la septicémie l'emporterait en quelques jours. Elle regarda autour d'elle. La jungle qui créait le problème devait aussi fournir la solution. Sa spécialité était les arthropodes, mais une entomologiste doit aussi être une botaniste de premier ordre, car la plupart des insectes ont des relations exclusives avec les plantes. Elle avait besoin d'un antiseptique et d'un antibiotique. Elle chercha d'abord des nids de fourmis spécifiques. Elle savait que de nombreuses fourmis, comme la Lasius fuliginosus européenne, cultivaient des bactéries productrices d'antibiotiques sur leur propre corps pour protéger leurs colonies des champignons pathogènes. Elle savait aussi que l'acide formique, pulvérisé en masse par les fourmis des bois lorsqu'elles sont menacées, est un antiseptique brutalement efficace. Mais tenter de traire une colonie de fourmis en colère avec un bras blessé semblait être une mauvaise idée. Son regard se tourna vers le haut, vers les branches des arbres massifs au-dessus du ruisseau. Et elle trouva ce qu'elle cherchait, le même organisme que le docteur Dubois avait utilisé en Colombie-Britannique, car c'est une solution presque universelle, le lichen usnea. La barbe de vieillard. Il pendait des branches mortes en touffes filandreuses gris vert. Ce n'était pas une plante, mais une symbiose parfaite entre un champignon et une algue. Et Adèle connaissait sa chimie. L'usnea est une bio-usine d'acide usnique, un antibiotique phénolique à large spectre, incroyablement puissant contre les bactéries gram-positives comme le staphylocoque, le principal agent des infections cutanées. Elle en récolta une grande poignée sur une branche basse. Elle lava d'abord méticuleusement sa plaie dans l'eau courante du ruisseau, une procédure qui lui arracha des cris de douleur alors qu'elle frottait la saleté incrustée. Puis, elle prit une partie de l'usnea et la mâcha. Le goût était incroyablement amer, comme de l'aspirine moisie, mais elle continua, la transformant en une pâte verte et grossière. Serrant les dents contre l'anticipation de la douleur, elle appliqua ce cataplasme mâché directement dans la lacération béante. La brûlure fut immédiate et blanche, un feu chimique qui la fit presque s'évanouir. C'était l'acide usnique qui stérilisait la plaie. Elle haleta, les larmes coulant sur son visage sale, mais elle maintint le cataplasme en place. Elle avait besoin d'un pansement. Elle utilisa la même logique que pour l'antibiotique, trouvant une colonie de mousse de sphène près de la rive, l'utilisant comme compresse stérile et absorbante par-dessus le cataplasme d'usnea. Elle remballa le tout avec un autre morceau de sa chemise. La pharmacie de la forêt avait fourni son premier traitement. Pendant 2 jours, Adèle resta près du ruisseau, regagnant ses forces, gardant sa blessure propre et buvant de l'eau. Mais son corps avait besoin de carburant. La faim était devenue une douleur sourde et constante. L'adrénaline avait disparu, et son corps, luttant contre l'infection et essayant de guérir une blessure majeure, exigeait des calories, en particulier des protéines et des graisses. Elle avait essayé quelques fruits tombés qui semblaient familiers, mais ils étaient pour la plupart fibreux ou amers.
Elle était une entomologiste. Elle savait où se trouvait la véritable source d'énergie de la forêt. Elle n'était pas dans les fruits, elle était dans le bois en décomposition. L'entomophagie ou la consommation d'insectes n'était pas un gadget de survie télévisé pour elle, c'était un domaine d'étude. Elle savait que, gramme pour gramme, peu de choses sur Terre étaient plus nutritives que les larves de coléoptères. Elle avait juste besoin de trouver les bonnes. Elle commença à chercher non pas des plantes vivantes, mais des arbres morts. Elle avait besoin de bois en décomposition massive. Elle trouva ce qu'elle cherchait, un énorme tronc de l'espèce Chorea, un meurantier rouge, tombé probablement des années auparavant, maintenant couvert de champignons et de mousse, retournant lentement à la terre. Pour elle, ce n'était pas un arbre mort, c'était un immeuble d'appartement et un garde-manger. Elle examina l'écorce. Elle cherchait des signes spécifiques. Elle trouva des trous de forage de la taille d'une pièce de monnaie, et une sciure grossière, frasse, près de la base. C'était le travail de coléoptères longicornes, Cerambicida, ou de charançons géants du palmier, Rhynchophorus. Les adultes pondaient leurs œufs dans le bois en décomposition, et les larves passaient des mois, voire des années, à l'intérieur, creusant des tunnels et se gorgeant de cellulose, la transformant en graisse et en protéines pures. Elle sortit son couteau suisse. Elle utilisa la lame principale pour couper l'écorce ramollie par l'humidité. Le bois en dessous était pâteux, fibreux. Elle creusa, suivant les tunnels. Et elle trouva l'or blanc. Une larve. Grosse comme son pouce, d'un blanc crémeux, luisante, avec une petite tête chitineuse brune. C'était une larve de charançon du sagou, ou une espèce proche. Pour un occidental non averti, c'était un spectacle d'horreur. Pour Adèle, c'était un steak. Elle savait que ces larves étaient non seulement comestibles, mais qu'elles étaient un mets recherché dans tout Bornéo, souvent mangé cru ou grillé, au goût de bacon crémeux. Elle surmonta son propre conditionnement culturel, rappela à son cerveau la composition nutritionnelle, et la mangea crue. Le goût était surprenant, riche, noisetté, presque sucré. C'était de la survie pure. Elle passa le reste de la journée à déterrer méthodiquement le tronc, récoltant près de 2 douzaines de ces capsules de graisse protéinée. Elle avait trouvé son garde-manger. Elle avait trouvé le carburant nécessaire pour guérir. Sa blessure au bras était stable. Le cataplasme du SNEA et le pansement de sphaigne, qu'elle changeait 2 fois par jour, avaient empêché le pus et la pourriture rouge vive de l'infection rampante. La fièvre qu'elle avait ressentie le premier jour s'était calmée. L'antibiotique symbiotique fonctionnait. Mais la plaie elle-même était un problème mécanique. Elle était béante. Chaque fois qu'elle bougeait son bras, elle tirait sur les bords de la lacération, l'empêchant de se fermer. La guérison serait un processus long et cicatriciel, et la plaie restait une porte ouverte aux infections futures. Elle avait besoin de suture. Elle avait besoin de fermer la plaie. Mais elle n'avait ni aiguille chirurgicale ni fil de nylon. Elle avait son couteau, et elle avait la jungle. Elle avait besoin d'un fil plus résistant que le coton, plus fin que le nylon, et biocompatible. Son esprit se tourna immédiatement vers les arachnides. Elle avait besoin de soie d'araignée. Pas n'importe quelle soie. La soie des araignées à orbes d'or du genre Nephila. Les forêts de Bornéo abritaient certaines des plus grandes araignées tisseuses du monde. Les femelles Nephila pilip sont des monstres magnifiques, avec des pattes pouvant couvrir une main humaine, et elles tissent des toiles qui peuvent s'étendre sur plusieurs mètres, d'un jaune doré distinctif à la lumière du soleil. Leur soie est une merveille de l'évolution. Gramme pour gramme, la soie de leur fil de drague, le fil structurel non collant, est 5 fois plus résistante que l'acier et 3 fois plus que le Kevlar, tout en étant incroyablement élastique. Elle est également à base de protéines, ce qui la rend largement biocompatible avec le corps humain. Historiquement, la soie d'araignée était utilisée comme pansement hémostatique. Adèle n'allait pas l'utiliser comme pansement. Elle allait l'utiliser comme fil chirurgical. Elle quitta la sécurité de son ruisseau et commença à chasser, non pas pour de la nourriture, mais pour un ingénieur textile. Les Néphilas n'aiment pas le sous-bois sombre, elles construisent leurs vastes orbes dans les clairières, là où le soleil peut frapper leur toile et attirer les insectes volants. Elle trouva une petite clairière créée par une chute d'arbres. Et là, tendue entre 2 jeunes arbres, se trouvait une œuvre d'art. Une toile de 2 mètres de diamètre, brillante d'une teinte dorée palpable. Au centre se trouvait la propriétaire, une femelle massive, son abdomen noir et jaune de la taille d'une petite prune. Adèle la respectait. Elle n'allait pas la blesser, et elle n'allait certainement pas se faire mordre. Bien que leur venin ne soit pas mortel pour l'homme, il est neurotoxique, provoquant des douleurs et des gonflements,
et dans son état, une morsure infectée serait une catastrophe. Elle avait besoin de récolter la soie. Elle trouva un bâtonnet fourchu. Elle n'allait pas prendre la soie de capture collante de la spirale. Elle avait besoin de la soie structurelle, les fils d'ancrage qui maintenaient toute la structure. Avec une main incroyablement stable, elle attrapa l'un des fils d'ancrage principaux, le coupa, et commença à l'enrouler autour de sa fourche. L'araignée, dérangée, ne bougea pas, faisant confiance à sa position. Adèle commença à tourner le bâton, récoltant la soie dorée, la pliant sur elle-même encore et encore. Elle passa 1 heure à récolter méticuleusement les fils non collants de 3 toiles distinctes, enroulant sa précieuse récolte. Elle avait maintenant une bobine de plusieurs centaines de mètres de la fibre la plus résistante de la planète. De retour à son campement au bord du ruisseau, Adèle commença la partie la plus difficile de son épreuve. Elle avait la soie. Maintenant, elle devait opérer. La première étape était de transformer la soie brute, incroyablement fine, en un fil chirurgical utilisable. Un seul fil de soie de Néphila est presque invisible, mais incroyablement résistant. Elle avait besoin d'épaisseur et d'une force de traction absolue. Elle prit plusieurs brins de la soie dorée qu'elle avait récoltée et commença à les tordre ensemble, les roulant sur sa cuisse propre. Elle les plia et les tordit à nouveau, utilisant la même technique que les fileurs de cordes préhistoriques. Le processus, le câblage, multiplia la force. Après 1 heure de travail minutieux, elle avait créé un fil d'environ 1 mètre de long, aussi épais qu'un fil de pêche fin, mais d'une résistance absurde. Il était d'un jaune doré pâle, presque lumineux. Elle avait son fil. Elle avait besoin d'une aiguille. Elle fouilla dans son kit de terrain. Pas d'aiguille à coudre. Elle chercha dans la jungle. Elle trouva un buisson épineux et sélectionna l'épine la plus longue et la plus dure. Elle la coupa, mais l'extrémité n'était pas percée. Comment enfiler l'aiguille? Elle n'en avait pas besoin. Elle utilisa la technique de la suture libre. Elle retourna à l'épave de l'avion, risquant un bref voyage, et récupéra un petit morceau de fil de cuivre d'un panneau électrique exposé. Elle le ramena, le stérilisa longuement dans les braises de son petit feu, qu'elle avait réussi à démarrer avec la loupe de son carnet de terrain et du capoc sec. Elle aiguisa une extrémité du fil de cuivre sur un rocher et plia l'autre en un petit crochet. C'était une aiguille chirurgicale improvisée et courbe. La partie la plus difficile. Elle nettoya sa plaie une dernière fois avec le cataplasme du SNEA. Elle prit une de ses larves grasses, la serra, et but le liquide riche un anesthésique protéiné. Elle prit le fil de soie d'araignée. Elle prit son aiguille de cuivre. Et, sous la canopée verte, elle commença à coudre sa propre peau. La douleur était exquise, une agonie blanche et brûlante à chaque fois que le métal perçait sa peau. Elle ferma les bords déchiquetés de la lacération, ses mains tremblant, la sueur coulant dans ses yeux. Elle fit le premier point, puis le second. Le fil de soie d'araignée glissait en douceur. Il était incroyablement solide. Il ne cassait pas. Point après point, elle referma la blessure béante sur son avant-bras. Elle termina par un nœud chirurgical qu'elle avait appris lors d'une dissection. Elle coupa le surplus. C'était fait. 8 points de suture brute, mais fonctionnelle, faits de la soie d'une araignée géante. La plaie était fermée. Le fil biologique sauverait son bras. La suture tenait. En quelques jours, la rougeur diminua, la peau commença à tricoter, protégée par l'antibiotique Usnea et maintenue fermée par la protéine de soie. Adèle était plus forte. Elle avait mangé toutes les larves du tronc mort et devait maintenant trouver une source de nourriture plus durable. Elle était encore désespérément perdue. Sa seule option était de suivre le ruisseau des fourmis. L'eau douce mène toujours à des rivières plus grandes, et les grandes rivières à Bornéo mènent à la civilisation ou des villages, des maisons Longdiac, ou la côte. Elle devait marcher. Mais marcher nécessitait de l'énergie, et elle ne pouvait pas passer ses journées à chercher des troncs pourris. Elle avait besoin de pêcher. Elle avait encore sa bobine de soie d'or. Elle prit le reste de son fil torsadé. C'était la ligne de pêche la plus fine et la plus résistante du monde. Elle retourna vers l'épave, risquant le métal tordu, et trouva un petit crochet en métal tordu sur un siège ou un crochet de ceinture de sécurité. Elle l'attacha à sa ligne de soie. Pour l'appât, elle utilisa ce qu'elle avait, elle retourna à son tronc mort et trouva une dernière petite larve. Elle lança sa ligne improvisée dans la partie la plus profonde du ruisseau qu'elle avait trouvé. La soie était si fine qu'elle était invisible dans l'eau trouble. En moins de 5 minutes, il y eut une traction. Elle tira,
et la soie tint bon, sans s'étirer, sans casser. Elle sortit un petit poisson-chat de rivière. Puis un autre. La soie d'araignée la nourrissait. Elle avait maintenant une source de protéines renouvelable. Elle commença son voyage. Elle suivit le ruisseau, un voyage pénible, sa jambe boitante protestant, son bras suturé tenu près de sa poitrine. Pendant 5 jours, elle marcha, pêchant pour se nourrir, mangeant des larves quand elle les trouvait, évitant les serpents et les insectes venimeux qu'elle identifiait d'instinct. Le fil de soie était son fil d'Ariane, l'attirant hors du labyrinthe vert. Au 6e jour, le ruisseau s'élargit, rejoignant une rivière boueuse et puissante. Elle suivit la rive. Et puis elle le vit. Une longue maison en bois sur pilotis. Une longue zodiaque. Elle vit de la fumée. Des enfants jouant près de l'eau la virent et crièrent, courant vers les adultes. Adèle s'avança lentement, épuisée, sale, mais vivante. Lorsque les villageois s'approchèrent d'elle avec prudence, ils regardèrent avec étonnement son bras. La blessure était fermée par des points de suture dorés et brillants. Ils regardèrent ce qu'elle tenait à la main, non pas une arme, mais un bâton enroulé de la soie dorée d'une néphila. L'homme âgé du village hocha la tête, reconnaissant l'outil. Adèle s'effondra, sauvée. Elle n'avait pas survécu en conquérant la jungle. Elle avait survécu parce qu'elle avait écouté le monde le plus petit et le plus puissant, et qu'elle avait accepté son aide.